Bonjour à tous, bienvenue sur Medscape. Je suis le docteur Constance Thibault, oncologue médicale à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrivée d'une nouvelle combinaison de traitements en périopératoire dans les carcinomes urothéliaux localisés de la vessie, donc les TVIM, avec l'arrivée en fait de l'association EVP, donc enfortumab vedotin, associé au pembrolizumab, qui est devenu le nouveau standard thérapeutique en première ligne métastatique suite aux résultats de l'étude EV302 qui avait montré un net bénéfice de cette combinaison par rapport à la chimiothérapie à base de platine gemcitabine. Il y a principalement 2 études qui ont évalué l'efficacité de ce traitement en périopératoire dans 2 populations de patients. Les patients qui étaient éligibles au cisplatine, dans le cadre de l'étude EV304 ou la Keynote B15, et chez les patients qui étaient inéligibles au cisplatine. Là, c'est l'étude EV303 ou la Keynote 905. Donc, concernant l'étude EV303 Keynote 905, c'est une étude qui a été présentée à l'ESMO en fin 2025 et qui a depuis été publiée dans le New England Journal of Medicine et qui a comparé donc ce protocole qui était administré en périopératoire avec une phase néoadjuvante 3 cycles, une phase adjuvante 6 cycles, suivie d'injections seules du pembrolizumab pour avoir une durée d'immunothérapie de 1 an, avec la chirurgie qui était programmée après la réalisation de la phase néoadjuvante. Le bras standard dans le cadre de cette étude était la surveillance et une minorité de patients ont eu accès au nivolumab en adjuvant. 18% des patients dans le cadre de cette étude, étant donné que lorsque l'étude a été lancée, le standard de traitement n'était pas encore le nivolumab adjuvant chez ces patients. L'étude est clairement positive sur son critère de jugement principal, à savoir l'EFS, avec un bénéfice assez net en termes d'EFS, un hazard ratio à 0,40, un bénéfice en OS à 0,50, et en termes de PCR, on est à 57% de réponse complète histologique dans le bras EVP versus moins de 9% dans le bras chirurgie seule. Donc c'est vrai que c'est des résultats assez impressionnants. À garder en tête qu'il y a seulement 25% des patients dans le cadre de cette étude qui ont pu aller au bout de l'ensemble des traitements prévus, à savoir les 3 injections en néoadjuvant, les 6 en adjuvant et l'année d'immunothérapie et la chirurgie. Néanmoins, malgré on va dire le faible taux de patients ayant eu l'ensemble du traitement, les bénéfices sont là et ça devrait clairement positionner cette combinaison de traitements comme le nouveau standard thérapeutique chez les patients inéligibles au cisplatine. On avait hâte d'avoir les résultats de cette association, mais cette fois-ci chez les patients éligibles au cisplatine, avec cette fois-ci la comparaison par rapport à une chimiothérapie, à savoir le cisplatine associé à la gemcitabine. Le protocole d'administration était un petit peu différent. Cette fois-ci, le VP était donné en néoadjuvant 4 cycles pour essayer d'avoir la même durée de traitement que le traitement par chimiothérapie standard qui repose sur 4 cycles de cisplatine gemcitabine. Un traitement adjuvant par EVP qui consistait en l'administration de 5 cycles de VP et là encore une durée totale d'immunothérapie de 1 an, donc avec quelques mois de pembrolizumab tout seul. Là encore, dans cette étude, une minorité de patients ont reçu du nivolumab adjuvant pour les mêmes raisons que celles évoquées tout à l'heure, seuls 8% des patients. Mais là encore, l'étude est clairement positive, à la fois en termes de FS, le critère de jugement principal, avec un hazard ratio à 0,53 et un bénéfice aussi en termes de survie globale, avec un hazard ratio à 0,65. Et là encore, un taux de réponse complète histologique extrêmement proche de celui rapporté dans l'autre étude, à savoir 56% de patients en réponse complète histologique versus 32% des patients dans le bras standard, sachant que ces pourcentages de patients mis en réponse complète histologique étaient évalués en intention de traiter, c'est-à-dire qu'ils ont compté dans le dénominateur l'ensemble des patients qui ont été traités et pas que ceux qui ont été opérés, parce que si on modifie ce dénominateur et on ne prend que les patients opérés, on avoisine plutôt les 2/3 des patients comme étant en réponse complète histologique. Là, il y a un peu plus de patients
qui ont pu avoir la totalité du traitement planifié expérimental, à savoir les 9 cycles de VP en périopératoire, l'immunothérapie au total pendant 1 an et la chirurgie. On était à peu près à 50% des patients. Donc là encore, c'est des résultats assez impressionnants qu'il faut malgré tout recontextualiser, parce que c'est vrai qu'on a eu aussi les données de l'étude Niagara qui, elle, évaluait cisplatine, gemcitabine plus le durvalumab, là encore en périopératoire, étant donné qu'il y avait la phase néoadjuvante de 4 cycles, puis le durvalumab en adjuvant pour là encore une durée totale de 1 an. Cette étude avait aussi montré un bénéfice en termes d'EFS et d'OS. Néanmoins, en termes de PCR, on était un peu en deçà malgré tout de ce qui a été rapporté avec les combinaisons à base de VP. En termes de tolérance, il n'y a pas de surprise particulière. C'est une combinaison qui associe les toxicités propres à l'enfortumab, avec en tête de liste malgré tout les toxicités cutanées qui concernent à peu près la moitié des patients, dont à peu près 15% vont présenter des toxicités cutanées de grade supérieur ou égal à 3. La neuropathie qui va concerner là encore à peu près entre un tiers et la moitié des patients, le plus souvent de grade 1 ou 2, mais qu'il va falloir malgré tout apprendre à manager et essayer au maximum de limiter cette toxicité chez ces patients qu'on va potentiellement guérir avec ces traitements-là. Et puis d'autres toxicités assez spécifiques de l'enfortumab ou du pembrolizumab. Je pense notamment aux hyperglycémies ou aux oculaires ou à l'alopécie notamment avec l'enfortumab védotin. En termes de toxicité immunomédiée, il n'y a pas eu de nouveau signal par rapport à ce qui était déjà connu. Donc c'est quand même des résultats qui ont soulevé pas mal d'engouement pour cette combinaison de traitements. Reste à savoir comment ce traitement va être remboursé, étant donné que ça reste un traitement relativement onéreux. Et puis, ça ouvre aussi beaucoup de questions sur les stratégies thérapeutiques et notamment de savoir est-ce qu'il faut vraiment réaliser le traitement en adjuvant chez tous les patients, parce qu'on sait qu'en le réalisant, on augmente quand même le risque de toxicité, notamment la toxicité neurologique. Faut-il réaliser une cystectomie chez ces patients-là, alors que plus de la moitié vont être mis en réponse complète histologique? Donc il y a pas mal d'études, le plus souvent des études de phase 2, qui posent la question justement de la préservation vésicale, soit par radiothérapie, soit tout simplement en surveillant ces patients-là. Mais la difficulté qu'on avait jusqu'à maintenant, était d'évaluer et d'estimer justement cette réponse complète histologique sur des critères cliniques. On sait que la cystoscopie et les biopsies étagées lors d'une RT-UV ne sont pas très performantes. Néanmoins, il y a des résultats assez prometteurs avec l'IRM vésicale et surtout l'ADN tumoral circulant, soit sanguin, soit urinaire, avec beaucoup d'études qui sont en cours de développement. Donc il y a encore beaucoup d'actualités qui devraient arriver dans les prochains mois et les prochaines années. À bientôt sur Medscape.